les mêmes techniques de torture ont été appliquées à des fabricants de chips, à des vendeurs de ktan, etc., etc. Et c'était la réaction, à mon avis. D'ailleurs, pour moi, ça a été le suicide politique de Driss Bsri. Driss Bsri n'a pas... L'étoile politique de Driss Bsri a commencé à pâlir avec la campagne d'assainissement. C'est pas parce qu'il a fait tabasser les militants sahraouis en septembre 99, mais c'est parce qu'il s'est aliéné un allié traditionnel du Mkhzin, qui était la classe des affaires. La classe des affaires, il y a toujours eu un contrat non écrit entre la classe des affaires et le régime marocain, qui était celui de dire, bon, faites-vous votre argent, on ne sera pas trop regardant sur l'application de la loi, sur les impôts, etc., etc. Mais politiquement, vous êtes avec moi, vous ne soutenez personne d'autre, et quand j'ai besoin de vous, vous êtes présent. Or, ce contrat non écrit a été violé en 96-97 parce qu'il y a eu une harka du Mkhzin qui était suicidaire d'un point de vue politique, et qu'il était tellement que Hassan II a fini par arbitrer en faveur des hommes d'affaires, puisque la campagne d'assainissement a été arrêtée illico presto, et les gens qui ont été arrêtés ont été libérés. Et donc il y a eu arbitrage pour des raisons de survie en faveur de cette communauté des affaires. Mais ça marquait, je pense que c'est important, parce que ça marquait, et là je choisis mes termes avec prudence, le début de l'autonomisation de la communauté des affaires, qui aussi s'est traduit par ce qui s'est passé à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la CGM, le patronat marocain. C'était assez frappant de voir qu'à chaque fois qu'il y avait les élections présidentielles de la CGM, vous aviez des débats avec 4 ou 5 candidats, et c'était des débats très chauds, très ouverts, très transparents, etc. Et cela s'est passé dans les années 90. Ceci pour dire que lorsqu'on parle des années 90, à mon avis, aujourd'hui, parce qu'il y a une propagande du régime qui est incroyable, je suis toujours, là encore, je sais, je suis surpris par beaucoup de choses, mais ça aussi me surprend, on a l'impression que les réformes économiques ont commencé en juillet 99 au Maroc. Il se trouve que mon expérience personnelle et professionnelle fait que j'étais dans le monde des affaires dans les années 90. Alors, pour faire vite, la réforme bancaire, c'était dans les années 90. La réforme comptable, c'était dans les années 90. La réforme des marchés financiers, c'était dans les années 90. Tout ça s'est passé sous Hassan II. La réforme fiscale, passer des impôts cédulaires aux impôts, un système d'impôts moderne, ça s'est fait dans les années 90. La politique de privatisation s'est faite dans les années 90. La création des organes de régulation de l'économie, le CDVM, l'ANRT, etc., se sont faites dans les années 90. Donc venir prétendre aujourd'hui que tout a commencé en 99 est faux, ne correspond pas à la réalité. Alors je voudrais aussi ajouter et vraiment souligner cet aspect. Hassan II ne s'est pas réveillé un matin, il a dit ça y est, aujourd'hui je veux être moderne et démocrate, je veux nommer mon ancien opposant Abdelrahman Yousfi comme Premier ministre, je veux intégrer en tous les cas une partie des islamistes. Là aussi, il faut quand même répéter que l'intégration de ce qui est devenu le PJD dans le champ politique, ça a été les élections législatives avec le MPDC ou le MPCD avec le Khatib, les élections de novembre 97. Ça a été la première intégration des islamistes. Bon, ils ont changé leur nom en PJD par la suite, mais c'est Hassan II qui leur a ouvert la porte. Et d'ailleurs, je mets un gros point d'interrogation sur le fait que s'ils n'avaient pas été intégrés à l'époque, est-ce qu'ils auraient été intégrés par la suite? Et très franchement, je ne le pense pas. D'ailleurs, la preuve, ce qui se passe avec l'Adl Ihsan. Là aussi, nous avons des témoignages sur les négociations qu'il y avait entre la direction de l'Adl Ihsan et Hassan II, qui montrent qu'il y avait une véritable négociation qui pouvait mener quelque part avec en réalité des compromis de la part des uns et des autres. D'ailleurs, il y a une lettre qui a été publiée récemment, qui a été envoyée par Abdeslam Yassine au roi et que détenait Mdghari, qui était l'ancien ministre de l'Awqaf. Donc, Hassan II, et les réformes économiques aussi, Hassan II, qui était notoirement connu pour ne pas comprendre grand-chose à l'économie, n'est pas devenu un expert de l'économie et a décidé de moderniser l'économie de son pays. C'est sous la contrainte. Hassan II, encore une fois, je ne cesse de le répéter, Hassan II était un adepte de Machiavel, il le dit lui-même, c'était son livre de chevet. Mais pas seulement que dans le sens péjoratif, dans le sens réellement de la science politique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, quand il s'agissait de politique, était amoral. Donc il pouvait être immoral.
C'est-à-dire que si la situation lui commandait pour préserver ses prérogatives de torturer, ben il torturait. Si au contraire ça commandait un peu plus de liberté de la presse, il permettait la liberté de la presse. Mais il fallait que ça arrange ses affaires à lui. Ce n'était pas sur la base de principes philosophiques de liberté. Et il a compris que la pérennisation de la monarchie, la pérennisation de son système passait par un minimum d'ouverture et de modernisation économique parce que quand on parle de modernisation économique, ce n'est pas un fait politiquement innocent. Il y a une perte de prérogatives politiques de la part du régime lorsqu'il libéralise. Tout simplement, lorsque le régime avait tous ses offices sous son égide, avec toutes ces grandes entreprises d'État sous son égide, c'était des moyens d'achat d'influence. Tel fils de syndicaliste, on le nomme à la régie des tabacs, tel frère de politicien, on le nommait directeur financier de la RAM, etc., etc. Donc c'était un moyen, en réalité, de contrôle et d'achat des élites du pays. Donc devoir privatiser était problématique. Ce n'était pas, politiquement parlant, ce n'était pas des réformes qui étaient totalement neutres et totalement innocentes. L'autre aspect important dans cette évolution, c'est que le roi, qui en fait n'est devenu important dans les affaires Hassan II, d'ailleurs la monarchie marocaine était une monarchie pauvre, ça on oublie de le dire. Mohamed V n'a jamais été un homme riche. Et la richesse de la monarchie, elle date vraiment de la fin du règne de Mohamed V, début du règne de Hassan II, avec d'ailleurs la captation de richesse à travers la marocanisation. L'ONA, ça a été aussi un fruit de la marocanisation. C'est comme ça que l'ONA s'est retrouvé sous l'égide de la monarchie. Alors même cette courbe-là donc de prédation, parce qu'il s'agit, vous ne pouvez pas être commandeur des croyants, roi avec des pouvoirs quasi absolus, et vous comporter en entrepreneur privé comme si vous étiez aux États-Unis. Fatalement, vous bénéficiez de votre positionnement politique pour gagner de l'argent. Ça porte un nom, ça s'appelle de la prédation. Même de ce point de vue-là, il y a eu un début de retrait. Alors sans rentrer là encore une fois dans les détails, il y a eu une opération qui a eu beaucoup d'impact, comme elle est technique, comme il s'agit d'assurance, on n'en parle pas beaucoup d'un point de vue politique. Ça a été lorsque les AGF, donc je crois que les AGF n'existent même plus en tant que telles, qui est une grande boîte d'assurance française, ont décidé de vendre l'Ouattaniya, l'assurance l'Ouattaniya. Et lorsqu'il y a eu donc la vente de l'Ouattaniya, il y avait deux concurrents, il y avait deux compétiteurs pour racheter l'Ouattaniya. Il y avait le groupe ONA, avec Fouad Filali à l'époque, donc le beau-fils du roi, et il y avait Athman Ben Jelloun. La RMA a toujours été une petite assurance. C'est en rachetant l'Ouattaniya que le groupe Ben Jelloun est devenu ce qu'il est devenu. Et le roi, évidemment, en temps normal, il n'y a pas photo, c'est évidemment l'ONA qui rachète l'Ouattaniya. Or, ce qui s'est passé, c'est que l'ONA a perdu cette bataille-là. Et pour moi, c'est un fait politique majeur. Parce qu'à ce moment-là, et ça on le sait par des témoignages, le roi a arbitré en faveur de Athman Ben Jelloun. Alors Athman Ben Jelloun n'est pas non plus un maoïste ou un militant d'Ali Ihsan. C'est-à-dire que l'Ouattaniya n'a pas été livré à un opposant du roi. Ça a été livré à quelqu'un qui naviguait dans le giron du président non plus. Donc il ne faut pas non plus se dire que c'était une libéralisation totale et absolue. Mais c'était le début, c'était un signal fort et c'était le début de quelque chose en termes d'attitude vis-à-vis du pan privé de l'économie. Alors, cette évolution-là a été complètement pervertie par la suite, sous Mohamed VI. Le rachat de Wafa Bank, je pense en 2002, est pour moi aussi un fait majeur, et la prise de contrôle de la SNI aussi. Alors symboliquement, ce sont deux opérations qui recèlent un symbolisme très fort. Pourquoi ? Commençons par la SNI. La SNI a été créée au début des années 70, lors de la marocanisation, pour pallier aux défaillances du secteur privé. Quand Hassan II a décidé de maroccaniser, et pourquoi il a marocanisé Hassan II ? Il a marocanisé, d'ailleurs il l'a dit, il y a un livre de Tobji, qui est un ancien, je crois, commandant de la gendarmerie royale, qui vit aujourd'hui en exil en fait en France, qui rapporte un discours du roi devant les faits au haut gradé de l'armée, après le deuxième coup d'État, et son discours était en substance: il faut arrêter de faire de la politique, maintenant il faut faire de l'argent. Et d'ailleurs, qui a bénéficié de la politique de marocanisation? Donc, obligation faite aux possédants, propriétaires, entrepreneurs français de vendre leurs affaires ou leurs terres à des Marocains.
Ceux qui en ont profité, ce sont les hauts gradés de l'armée et la bourgeoisie comprador, au sens marxiste du terme. C'est-à-dire que Hassan II s'est créé sa bourgeoisie. Ce n'est pas une bourgeoisie organique, ça ne s'est pas créée elle-même. Dans la majeure partie des cas, c'est une bourgeoisie qui est arrivée comme ça, grâce à la volonté de Hassan II, grâce à la marocanisation. Et lui-même s'est servi. Alors, la SNI donc, a été créée parce que le secteur privé n'était pas capable d'absorber tout ce que les Français avaient à vendre. Donc, on a créé une société nationale d'investissement, gérée par l'État, détenue par l'État, qui devait servir de transfert de ces richesses nationales, qui symboliquement sont très importantes, parce que c'était considéré, d'ailleurs c'est comme ça que ça a été vendu aux Marocains, c'est le parachèvement de l'indépendance politique du Maroc. C'est-à-dire qu'on boutait l'élément français de notre économie, après l'avoir bouté dehors de notre environnement politique, il fallait le bouter de l'économie, parce que, soi-disant, les Français étaient trop dominants, etc. Donc cette SNI-là, aujourd'hui, est sous l'égide de la monarchie, puisqu'il a été racheté par l'ONA, tellement... D'ailleurs, et je trouve que c'est une bêtise, et c'est là où aussi, je pense qu'il y a eu une perte de substance intellectuelle avec le passage du règne de Hassan II à Mohamed VI, parce que c'est une bêtise marketing que de garder le nom SNI, étant donné justement cette symbolique. Non seulement ils n'ont pas changé de nom, mais aujourd'hui c'est le groupe SNI-ONA, et c'est le mot SNI qui revient le plus. D'accord? Donc la SNI s'est retrouvée finalement dans l'escarcelle de la monarchie. Le groupe Wafa Bank, même histoire, ça a à voir avec la marocanisation. Saïd Saadi, qui donc est un des dirigeants du PPS et qui est connu pour avoir été celui qui s'est battu pour la réforme de la Moudouana à travers le plan d'intégration de la femme au développement, et aussi très connu, mais dans un milieu plus restreint, pour ses travaux économiques, parce que c'est un économiste à la base, c'est un prof d'économie. Et sa thèse de doctorat d'État, il l'a faite sur les grands groupes financiers marocains. Et il explique qu'en réalité, le seul groupe à quel on peut apposer le qualificatif d'entrepreneuriat au sens schumpeterien du terme, c'est-à-dire au sens d'innovation, au sens de prise de risque, etc., et mieux que cela, qui n'est pas né de la marocanisation, le seul, c'était le groupe Wafa Bank. Ça a été Moulay Ali El-Ktani qui a commencé par vendre le Ktan réellement, et qui a formé un empire en prenant des risques, etc. Et donc le seul groupe qu'on avait, qui était un groupe véritablement qui obéit au canon de l'entrepreneuriat au Maroc, c'était le groupe Wafa Bank. Le fait que la monarchie le rachète aussi avait cette valeur symbolique très, très, très importante. Alors, la question est, si le développement de cette prédation n'est pas dans l'intérêt politique de la monarchie, pourquoi est-ce que la monarchie l'a fait? Et là encore, je dois revenir à ce que je pense être une perte, pour dire les choses poliment, une perte de profondeur de réflexion et de profondeur intellectuelle dans la gestion des affaires de l'État au niveau de la monarchie. Je crois que j'ai eu des témoignages de gens malheureusement que je ne peux pas, il y a des livres qui se préparent d'ailleurs, des gens que je ne peux pas citer aujourd'hui, mais il apparaît que Majidi, donc, qui était l'homme d'affaires du roi, et celui qui le seconde, qui s'appelle Hassan Bouhoumo, qui sont aujourd'hui les deux terreurs du monde des affaires au Maroc, sont allés voir le roi en lui disant Majesté, les gnomes d'Anfa, comme on dit les gnomes de Zurich, sont en train de vous faire un coup d'état économique. Ils veulent vous enlever les moyens de la gouvernance du pays, et ça commence par l'économie. D'ailleurs, le peuple vous aime, vous. Le peuple vous veut, vous, comme dirigeant du Maroc, et même sur le plan économique. Qui meilleur que vous aura à cœur les intérêts du pays? Donc pourquoi est-ce que vous n'utiliserez pas votre position pour être beaucoup plus présent au niveau de l'économie à travers vos affaires privées? Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'implication du roi dans les affaires a été défendue. Ce qui est faux, parce que nous avons appris que le roi a investi dans des casinos à Macao. D'accord? Qu'il a des hôtels particuliers à 100 millions d'euros à Paris. Donc c'est pas vrai qu'il a des investis de l'étranger. Donc il a toujours son argent à l'étranger, avec toutes les implications marketing pour le pays que cela implique. Mais l'idée, c'était de dire, les gens vous aiment, vous, et c'est vrai, il est vrai. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se cache, même ceux qui aujourd'hui se battent pour la démocratisation du pays, que la scène politique marocaine, dans une très large mesure intellectuelle, a